bonjour à tous. Alors, merci d'être venus ce soir pour cette quatrième conférence, je crois, du cycle cette année donc des conférences de la bibliothèque de l'INSA. Donc ce cycle de conférences, commençons tout de suite par les choses dures. Il est subventionné par la Fondation INSA et la Maison des Maths et de l'Informatique. Et ce soir, nous avons le plaisir et l'avantage de recevoir Gilles Dowek, ici, qui est informaticien, qui vient de Paris, et qui est un peu un touche-à-tout, puisqu'il a écrit plusieurs livres sur les statistiques, la mathématique, et dont le dernier ouvrage, l'algorithme... C'est quoi les... Le temps des algorithmes. Le temps des algorithmes, donc, traite des relations entre l'informatique et la société. Et donc, ce soir, il va nous parler de démonstration et de constructivité. Et je lui laisse la parole. Merci beaucoup. Je suis très déçu, on m'avait dit que vous seriez tous déguisés. Alors du coup, je me suis déguisé moi-même, mais pour rien. Donc ce que je vais vous raconter, c'est pas sorti de mon dernier livre qui s'appelle Le temps des algorithmes, c'est sorti de celui-ci, qui s'appelle Les métamorphoses du calcul. Et c'est à peu près de chapitre 5 ou 6, je ne me souviens plus exactement, qui traite exactement de cette question, qu'est-ce qu'une démonstration constructive, et vous n'avez pas besoin de l'acheter, puisqu'il est à la bibliothèque en 47 exemplaires. Donc vous pouvez en avoir un chacun, puisqu'il n'y en a pas assez, dites à la bibliothèque d'en racheter. Alors je sais que vous terminez votre session d'examen, mais j'ai encore un petit examen pour vous. Donc c'est un petit exercice très simple. Il y a un ensemble E qui contient ces nombres, et puis il y a des nombres qui ne sont pas dans E. Il y a un truc bizarre avec le rétro, là, parce qu'il y a un trou ici. C'est votre rétro qui fait ça. Bon, okay. Bon, c'est pas grave, il y a cet ensemble E. Et on se pose la question, est-ce qu'il existe un nombre, n, qui appartient à E, et tel que n plus 1 n'appartienne pas à E. Vous comprenez le problème, il faut que n soit dans E, puis vous lui ajoutez 1, il faut obtenir un autre nombre qui n'est pas dans E. Et alors, qui pense que oui? E, c'est ça, là. Ok, qui pense que non? Qui ne pense rien? Bien, alors, qui avait dit oui? Qui avait dit oui? Ok, donc, vous devez me donner un nombre n, tel que n appartient à E, et n plus 1 n'y appartient pas. 0. Oui, mais en fait, à cause là, du bug de... on ne sait pas si un est dans l'ensemble ou pas. Donc 0, ça ne marche pas parce que vous ne savez pas que 1 est à l'extérieur de l'ensemble. Ah si, il est à l'extérieur. En fait, si je me souviens bien, le point était là, donc... Oui. Bon, donc... Ah, ok, voilà un nouvel argument. Donc, 1, on ne sait pas s'il est dedans ou pas, donc on va dire si 1 est dedans, bon bah c'est 1 et puis 2 n'est pas dedans. En revanche, si 1 est à l'extérieur, et bien 0 marche puisque 0 est dedans, puis 1 n'est pas dedans. Mais la question que vous avez posée, c'était de me donner un nombre. Vous n'avez pas demandé si alors la blablabla. Vous avez juste dit il faut me dire un nombre. Donc vous pouvez dire 0 ou 1. Bon. Alors on est dans une situation très bizarre. Ça c'était la deuxième question, laquelle on est dans un cadre où on sait démontrer une proposition de cette forme. Il existe un nombre qui vérifie une certaine propriété, puisque la démonstration que vous avez donnée est à peu près correcte. Si 1 est dans l'ensemble, alors 0 vérifie la propriété. Si alors 1 vérifie la propriété. Si 1 n'est pas dans l'ensemble, alors 0 vérifie la propriété. Mais quand on vous pose la question, est-ce que vous connaissez un nombre qui vérifie cette propriété, eh bien, vous ne pouvez pas donner d'exemple. Et donc ça, c'est quelque chose qui ne s'est jamais produit pendant les 23 premiers siècles où on a fait des mathématiques. Et puis tout d'un coup, ça s'est produit au 19e siècle. Alors pour vous montrer qu'on peut faire un vrai exercice de mathématiques, je vais vous donner un exemple d'un ensemble E. Donc je définis une suite UN comme ça, U0 c'est racine de 2, jusque là tout le monde suit, U0 c'est racine de 2, et UN plus 1 c'est UN à la puissance racine de 2. D'accord, donc U1 par exemple c'est quoi? Racine de 2 à la puissance racine de 2, bravo, ok. Et U2
réfléchissez juste un peu. C'est 2, bravo. Parce que ça fait racine de 2 à la puissance racine de 2 à la puissance racine de 2. Donc ça fait racine de 2 à la puissance racine de 2 au carré, racine de 2 fois racine de 2. Et donc ça fait racine de 2 à la puissance 2. Et ça fait 2. Ok, et donc on va définir E comme l'ensemble des entiers n tels que un soit irrationnel. Alors, pourquoi est-ce que 0 est dans E? Parce que racine de 2 est irrationnel, ok, donc vous devez savoir ça. Sinon, vous dites, s'il était rationnel, il y aurait une fraction n sur p, puis n au carré serait égal à 2 fois p au carré, donc n serait pair, donc p serait pair, donc la fraction serait pas irréductible, donc il n'y en a pas. Donc ça, c'est la démonstration que racine de 2 est irrationnelle. Pourquoi est-ce que 2 n'est pas dans l'ensemble? Parce que 2 est rationnel, d'accord, c'est 2 divisé par 1, donc c'est une fraction, mais 1. Alors, est-ce que 1 est dans l'ensemble ou pas? Bon, ouais, racine de 2 à la puissance racine de 2, c'est pas très facile de savoir si c'est rationnel ou pas. Néanmoins, par le théorème que nous avons démontré, nous savons qu'il existe un élément de la suite, un entier n, tel que un soit irrationnel, et un plus 1 soit rationnel. Ça veut dire qu'il existe un nombre R qui est irrationnel et tel que R à la puissance racine de 2 soit rationnel. Mais ce nombre, on ne sait pas lequel c'est. On ne sait pas si c'est racine de 2 ou si c'est racine de 2 à la puissance racine de 2. Et le même raisonnement que tout à l'heure marche. Si racine de 2 à la puissance racine de 2 est irrationnel, alors le nombre, c'est racine de 2 à la puissance racine de 2, puisqu'il est irrationnel, puis qu'on l'élève à la puissance racine de 2, ça fait 2, et 2 est rationnel. Et si racine de 2 à la puissance racine de 2 est rationnel, et bien le nombre, c'est racine de 2, puisqu'il est irrationnel, et quand on l'élève à la puissance racine de 2, ça fait racine de 2 à la puissance racine de 2, qui, par hypothèse, est rationnel. Mais on ne connaît pas, on ne sait pas trouver un nombre, un exemple de nombre qui soit irrationnel, et tel que, quand on l'élève à la puissance racine de 2, on obtient un nombre rationnel. Voilà, donc vous pouvez peut-être passer toute la nuit à essayer de savoir si l'exemple, c'est racine de 2 à la puissance racine de 2, ou si c'est racine de 2. Alors, je ne vais pas quand même vous laisser trop victime des insomnies. Et il faut que je vous dise qu'on sait en fait si racine de 2 à la puissance racine de 2 est irrationnel ou rationnel. Et il est irrationnel. Alors c'est le résultat d'un théorème qui s'appelle le théorème de Guelfand, et je crois que Guelfand a eu la médaille Fields pour ça, ou il n'a pas été loin de l'avoir, je ne sais plus, enfin bref. La médaille Fields, vous savez pourquoi il n'y a pas de prix Nobel. Donc il n'y a pas de prix Nobel, donc il y a un prix Nobel de substitution qui s'appelle la médaille Fields pour les mathématiciens. Et donc démontrer que racine de 2 à la puissance racine de 2 est irrationnelle, bah, c'est un peu plus compliqué que démontrer que racine de 2 est rationnelle. Donc la solution est racine de 2 à la puissance racine de 2, qui est irrationnelle, et quand on l'élève à la puissance racine de 2, c'est rationnel. Mais pour savoir que c'était ça et pas ça, eh bien, il faut faire beaucoup de mathématiques, et c'est des mathématiques auxquelles je ne comprends rien. Moi, je sais juste dire que c'est ou bien l'un ou bien l'autre. Alors, je vous avais dit, pendant à peu près 23 siècles, donc de moins 500 jusqu'à 1800, on ne s'était jamais posé ce genre de problème. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on a démontré un théorème d'existence, à chaque fois qu'on a démontré qu'il existait un objet qui vérifiait une certaine propriété, eh bien, on savait le construire. Ok, je ne sais pas si vous prenez la géométrie grecque, on vous dit qu'il existe un triangle équilatéral, puis on sait construire un triangle équilatéral avec une règle et un compas. Et d'ailleurs, on n'avait pas d'idée qu'on puisse démontrer l'existence d'un objet autrement qu'en montrant l'objet, en disant voilà l'objet, le voilà, puis il vérifie cette propriété, donc il en existe un. D'accord. Par exemple, on sait démontrer qu'il existe un nombre pair, comment est-ce qu'on fait? Vous savez démontrer qu'il existe un nombre pair quand même. Donc vous dites, par exemple, voilà, vous dites par exemple 7 est pair, donc il existe un nombre pair. Et il vous suffit de donner un exemple, et en fait, réfléchissez, c'est très compliqué d'essayer de démontrer qu'il existe un nombre pair sans donner un exemple. Pourquoi vous pourriez dire, supposons que tous les entiers soient impairs. Bon, ouais, c'est beaucoup plus simple de dire 4 est pair, donc il existe un nombre pair. Alors, on peut se poser la question, comment est-ce que ce drame a été possible? Comment est-ce qu'on est arrivé au XIXe siècle, tout d'un coup, à inventer des théorèmes qui nous parlent de l'existence d'un objet, sans nous dire comment construire cet objet?
Et d'un point de vue logique, cette possibilité est un mystère complet. Parce qu'effectivement, si les règles de la logique que vous connaissez, même si vous ne savez pas les lister, vous savez les utiliser, eh bien, il y a une seule règle qui permet de démontrer un théorème de la forme il existe x a. C'est une règle qui permet de démontrer, qui demande de démontrer d'abord a de t pour un certain t, pour en déduire ensuite il existe x a. Et l'exemple typique, c'est celui que vous avez donné, vous dites 2 est pair, donc on en déduit il existe un entier x qui appartient à l'ensemble des nombres pairs. Et donc, on se dit, si on prend une démonstration qui va du haut de la feuille au bas de la feuille, eh bien, il y a un moment où le quantificateur existentiel va arriver dans la démonstration, et forcément, à ce moment-là, eh bien, à la ligne au-dessus, vous aurez le témoin, l'exemple T, qui se trouve ici. Donc, d'un point de vue logique, c'est un peu un mystère qu'on arrive à construire des démonstrations qui nous donnent l'existence d'un objet, mais qui ne nous permettent pas de construire l'objet, puisqu'on a l'impression que le seul moyen de montrer l'existence d'un objet, c'est d'en donner, d'un objet vérifiant une propriété, c'est d'en donner un exemple d'objet qui vérifie cette propriété. Alors on va revenir sur la démonstration que vous avez trouvée vous-même, et on va essayer de voir à quel moment le drame se produit. On va faire la démonstration étape par étape, et on va voir à quel moment on perd cette propriété du témoin, c'est-à-dire le fait qu'à chaque fois qu'on a une preuve d'existence, on sait construire un objet. Donc, je vous rappelle la première phase de la démonstration. On avait dit si 1 appartient à l'ensemble E, vous vous souvenez de l'ensemble E, là je vais vous le remontrer. Il est là. Vous vous souvenez qu'il y a 0 qui est dedans, il y a 2 qui n'est pas dedans, et 1 on ne sait pas, et puis tout le reste on s'en fout. C'est la première étape de la démonstration. On avait dit si 1 appartient à E, alors, eh bien 1 appartient à E et 2 n'appartient pas à E. Vous vous souvenez que 2 n'appartient pas à E, ça on le sait, c'est dans la figure. Et donc, il existe un entier n tel que n appartient à E et n plus 1 n'appartient pas à E. Ici, on a un exemple de la règle dont je vous avais parlé qui permet de démontrer un théorème d'existence en donnant un exemple. Et l'exemple est 1. Donc, jusqu'ici, tout va bien. On a démontré un théorème d'existence et on a donné un témoin, on a donné un exemple, c'est 1. Bien, deuxième étape, on avait dit si 1 n'appartient pas à E. Alors, dans ce cas-là, 0 appartient à E, ça on sait parce que c'est l'hypothèse. Et puis, ça on le sait parce que c'était sur la figure, pardon. Puis 0 plus 1 n'appartient pas à E, ça c'est parce que notre hypothèse c'est que 1 n'appartient pas à E. Donc, il existe un entier n tel que n appartient à E et n plus 1 n'appartient pas à E. Et ici aussi, vous voyez qu'on a appliqué cette règle qui permet d'introduire le quantificateur existentiel à partir de la preuve d'un exemple. Et ici aussi, on a un témoin. Vous voyez que c'est le terme qui se trouve là, qu'on a remplacé par la variable n. Et donc, le témoin est 0. Donc, dans cette branche de la démonstration aussi, on a un témoin. Et jusque-là, on n'a pas perdu le témoin. On a suivi étape par étape la démonstration. Et on a même 2 témoins, 0 ou 1. Et ensuite, il y a une troisième étape, et qui a l'air d'être là où ça se corse, où on dit, bon ben, finalement, dans les 2 cas, on sait que ça c'est vrai, donc c'est vrai. Et ça, c'est une démonstration, c'est une autre règle de démonstration, que vous avez déjà sans doute utilisée dans votre livre, même si vous ne connaissez pas son nom, qui vous permet, à partir d'une démonstration de A ou B, et de A implique C, et de B implique C, de déduire C. Ok, peut-être vous connaissez son nom. Ça s'appelle comment? Quand vous savez que A ou B est vrai, et vous dites, bon, bah, si A est vrai, alors j'ai C, si B est vrai, alors j'ai C, donc C. Ça s'appelle une démonstration par... Je vais vous aider, vous dites, il y a le premier cas, et puis il y a le deuxième cas, et donc ça s'appelle faire une démonstration. Une démonstration par cas. Voilà, en fait, ça s'appelle utiliser la règle d'élimination de la disjonction, mais on peut aussi dire faire une démonstration par cas. Donc, c'est bien ce qu'on a fait ici, parce qu'on avait montré que si 1 appartenait à E, alors il existe un entier n tel que blablabla, et si 1 n'appartient pas à E, alors il existe un entier n tel que blablabla.
Et on en a déduit qu'il existait un anti-N qui vérifiait cette propriété sans aucune hypothèse, sans avoir besoin de cette hypothèse que 1 appartient à E ou 1 n'appartient pas à E. Bien, mais vous voyez qu'il y a un truc bizarre ici, c'est qu'on a besoin d'avoir démontré 3 lemmes, 3 étapes. On avait besoin d'avoir démontré A implique C, B implique C, mais aussi A ou B. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Je vais vous aider. Tout ce qui est rouge, c'est A, et tout ce qui est jaune, c'est C. Donc ici, on a A implique C. Là, on a B implique C. Et on en déduit C. Mais qu'est-ce qui nous manque? A ou B. Donc il faut encore qu'on démontre A ou B. Et vous voyez que ici, quand on va appliquer cette règle de la démonstration par cas, c'est ici qu'on va perdre le témoin. Pourquoi? Non pas parce qu'on ignore, non pas parce qu'on n'a pas d'idée, mais parce qu'on a trop d'idées. On se dit le témoin c'est ou bien 0 ou bien 1, mais on n'est pas capable de décider si c'est 0 ou si c'est 1. Vous voyez, c'est pas qu'on dit on n'a aucune idée de témoin, c'est qu'on a deux idées, 0 ou 1, et on ne sait pas laquelle est la bonne. Mais, comme je vous le disais, on a besoin de démontrer que 1 appartient à E ou 1 n'appartient pas à E. Et ça, comment est-ce qu'on fait pour démontrer ça? Donc je vous donne un ensemble E, et je vous dis, est-ce qu'il est vrai que le nombre 1 appartient à E ou le nombre 1 n'appartient pas à E? Ben oui, c'est tellement évident que c'est une troisième des règles du raisonnement que vous utilisez tous les jours sans même lui donner un nom. Donc la première règle, on avait vu, c'était la règle qui permettait d'introduire le il existe, le quantificateur existentiel, à partir d'une preuve d'un cas particulier. La deuxième, c'était la démonstration par cas. Et ça, cette règle, elle a aussi un nom, peut-être vous le connaissez. Elle s'appelle la règle du tir exclu, bravo. Donc c'est une règle qui a ce nom depuis 23 siècles, puisque c'est Aristote qui lui a donné son nom. Et donc c'est une règle formidable, parce qu'on n'a rien à faire pour démontrer A ou non A. Il suffit de dire, bah, c'est vrai, par le tir exclu, et on n'a pas du tout à démontrer A, ni à démontrer non A. Il suffit de dire bah, A ou non A. Et vous voyez qu'ici, il y a une compétition entre ces deux règles, entre la règle de la démonstration par cas et le tir exclu, et on ne sait pas très bien laquelle nous fait perdre le témoin. On ne sait pas si c'est parce qu'on a démontré, parce qu'on a utilisé la démonstration par cas. Si on a fait une démonstration par cas, on avait deux cas, dans un cas le témoin était 0, dans l'autre cas c'était 1, donc on ne sait pas bien ce que c'est finalement. Et puis, ou alors, est-ce que c'est parce qu'on a démontré A ou B en utilisant le tir exclu qu'on a perdu le témoin? Imaginez qu'on ait démontré A ou B différemment, qu'on ait démontré A ou B en démontrant A. Donc on a dit si A est vrai, A ou B est vrai. Donc on peut faire une démonstration par cas. Mais dans ce cas-là, on aurait eu un moyen de choisir le témoin. Puisque comme c'est A qui est vrai et pas B, enfin B on n'en sait rien, mais comme on est sûr que A est vrai, bon, on est sûr ici que le témoin c'est 1. Au moins que 1 est un témoin possible. D'accord? Donc c'est pas vraiment la démonstration par cas qui vient nous faire perdre le témoin, c'est vraiment le fait que dans la démonstration par cas, on a démontré le A ou B en utilisant la règle du tir exclu. Alors c'est le moment de commencer à douter de la règle du tir exclu. Donc c'est dommage qu'il n'y ait pas de fenêtre dans cet amphi, parce que ça c'est une pièce de monnaie qui vaut 1 écu. C'est une pièce en or. Bien. Et donc, imaginez, puisqu'il n'y a pas de fenêtre, donc il faut que vous imaginiez, que je suis sur un paquebot, au milieu de l'océan. Non, vous ne faites pas d'effort d'imagination. Imaginez, je suis sur un paquebot, au milieu de l'océan, et sous mes pieds, il y a une fosse, il y a 10 km d'eau. D'accord? Et là, il y a le bastingage. Okay? Et j'ai ma pièce de monnaie, et hop, je la jette dans l'océan. Et donc là, elle descend, elle descend, elle descend, elle descend. Et puis, 10 000 mètres plus bas, qu'est-ce qui arrive? Elle s'arrête et elle tombe au fond de l'océan.
Voilà, c'est la bonne question. Est-ce qu'elle est tombée sur pile ou est-ce qu'elle est tombée sur face? Alors, si vous croyez au tiers exclu, eh bien vous dites forcément elle est tombée sur pile ou elle est tombée sur face. Et le fait qu'il faille avoir un sous-marin pour descendre à 10 km et la retrouver alors qu'elle a sans doute été déviée au cours de sa chute et qu'elle est peut-être sous 1 cm de sable pour savoir de quel côté elle est tombée, n'a aucune importance. Même si vous n'avez pas de moyen de savoir si la pièce est tombée sur pile ou si elle est tombée sur face, vous pouvez dire ou bien elle est tombée sur pile ou bien elle est tombée sur face. Bon, à vrai dire, il ne faut pas être aussi audacieux. Vous pouvez dire ou bien elle est tombée sur pile ou bien elle n'est pas tombée sur pile. C'est tout ce que le tiers exclu vous permet de dire. Il se peut qu'elle ne soit pas tombée sur pile parce qu'elle a été bouffée par un poisson ou quoi, mais bon. La question, c'est que vous pouvez dire elle est tombée sur pile ou bien elle n'est pas tombée sur pile et vous ne saurez jamais de votre vie si elle est tombée sur pile ou si elle n'est pas tombée sur pile. Ok, il fallait faire attention, il ne fallait pas la laisser tomber, mais jamais vous n'aurez aucun moyen de savoir la vérité. Mais pourtant, vous pouvez dire ou bien elle est tombée sur pile ou bien non. Et donc vous voyez que cette règle, elle est quand même très bizarre, parce qu'elle fait une énorme différence entre ce qui est vrai et ce que nous pouvons savoir. C'est vrai que dans un certain point de vue, la pièce, elle est forcément tombée sur pile ou non. Mais comme on n'a aucun moyen de savoir si elle est tombée sur pile ou pas, quel intérêt ça a de savoir qu'elle est tombée sur pile ou non, ou bien non? Et donc, c'est pour ça qu'au début du XXe siècle, il y a un certain nombre de gens, alors pas pour ces histoires de pièces qui tombent au fond de l'océan, mais précisément parce qu'on était capable de démontrer des propositions de la formule existe IN telles que blablabla sans trouver un exemple, qui ont dit essayons de nous passer du tiers exclu. Alors j'ai un autre exemple pour vous montrer que le tiers exclu est quelque chose de très bizarre. Est-ce que vous savez ce qu'est la conjecture de Goldbach? Non, ben, moi non plus. Alors, à chaque fois, il y a quelqu'un dans la salle qui sait ce qu'est la conjecture de Goldbach et qui... Oui, vas-y, écoute. Voilà, c'est ça. Donc, ouais, c'est ça, il y a deux formes. Il y a tout nombre entier pair est la somme de deux nombres premiers, ou tout nombre est la somme de trois nombres premiers. Donc, par exemple, si vous prenez un entier pair comme 8, c'est la somme de 3 et de 5, qui sont deux nombres premiers. Et donc, on se pose la question de savoir si c'est vrai pour tous les entiers pairs ou non. Bon, de toute façon, ça ne m'intéresse pas trop. Ce qui m'intéresse dans la conjecture de Goldbach, c'est que ça fait 2 siècles et demi qu'on essaye de la démontrer et qu'on n'y arrive pas. D'accord? Donc on ne sait pas si cette proposition est vraie ou si elle est fausse. C'est un des problèmes ouverts des mathématiques. Bien. Est-ce qu'il existe un entier n, tel que n est égal à 0 et la conjecture de Goldbach est vraie, ou n est égal à 1 et la conjecture de Goldbach est fausse? Alors, les rois de la démonstration par cas, comment est-ce qu'on va démontrer ça? Alors, ou bien la conjecture de Goldbach est vraie, ou bien elle est fausse. Ça pourquoi? Parce que c'est tiers exclu. Si la conjecture de Goldbach est vraie, est-ce qu'il est vrai qu'il existe un entier n tel que n égale 0 et la conjecture de Goldbach, ou n égale 1 et la négation de la conjecture de Goldbach? Oui, et cet entier c'est 0, et si la conjecture de Goldbach est fausse, cet entier c'est 1. Donc vous pouvez démontrer qu'il existe ce nombre-là, mais peut-être, tout au cours de votre vie, vous ne saurez jamais si ce nombre est 0 ou si c'est 1. Bon, ça, on n'en sait rien, parce que peut-être demain, quelqu'un va venir avec une démonstration de la conjecture de Goldbach, on va contre-exemple, et on saura enfin si ce nombre n est égal à 0 ou 1. Mais vous voyez que vous pouvez démontrer l'existence d'un nombre qu'il est extrêmement difficile de connaître. Et ici, savoir si le témoin c'est 1 ou 0, c'est aussi difficile que résoudre la conjecture de Goldbach. Et si demain, quelqu'un résout la conjecture de Goldbach, je changerai G en R, et ce sera la conjecture, l'hypothèse de Riemann. Et si demain, quelqu'un démontre l'hypothèse de Riemann, il y aura encore une autre conjecture, et donc je pourrai toujours trouver un exemple comme ça. Bien, alors c'est pour ça que, avec toute cette suspicion qu'il y avait autour du tiers exclu, c'est extrêmement bizarre de dire la conjecture de Goldbach ou la négation de la conjecture de Goldbach alors, est vraie alors qu'on ne sait pas si c'est l'un ou si c'est l'autre. C'est bizarre d'avoir la possibilité de démontrer l'existence de cet entier. C'était bizarre ici de pouvoir démontrer l'existence d'un rationnel
tel qu'en l'élevant à la puissance racine de 2, on obtenait un nombre rationnel et on avait eu beaucoup de mal à savoir lequel des deux c'était. C'est pour ça qu'au début du XXe siècle, il y a un certain nombre de mathématiciens qui ont proposé l'idée de faire des démonstrations sans le tirage-sur. On va parler un petit peu d'histoire à la fin de l'exposé, mais je peux tout de suite vous dire qu'en 1908, celui qui a proposé cette idée le premier, c'est un mathématicien hollandais qui est par ailleurs un très grand mathématicien, c'est aussi un très grand mathématicien, c'est pas un nul bien lu. C'est lui qui a montré que vous avez un vortex dans les cheveux, par exemple. Vous avez remarqué, ceux qui ont les cheveux lisses, qui les peignent, vous avez remarqué qu'il y a toujours un point où il n'y a pas de cheveux, ben, c'est le théorème de Brouwer. Et ce même Brouwer avait proposé, donc en 1908, de supprimer le tir exclu des mathématiques et donc de faire uniquement des démonstrations sans le tir exclu. Et puis quelques années après, en 1934, il y a un certain Genson qui a démontré qu'à chaque fois qu'on a une démonstration constructive de il existe XA, alors il existe un témoin. Et vous voyez, il faut faire attention, hein, ce il existe là, c'est pas le même que celui il existe là. Mais la démonstration de Genson elle-même est constructive, c'est-à-dire Genson lui-même nous a donné une méthode, un algorithme, pour extraire le témoin de la démonstration. Donc vous prenez une démonstration qui peut avoir plusieurs étapes d'introduction du quantificateur, il existe. Donc vous pouvez avoir plusieurs témoins, mais vous appliquez l'algorithme de Genson qui s'appelle l'élimination des coupures à cette démonstration, et à la fin, on vous dira si le témoin c'était 4, si c'était 8, si c'était 0, ou si c'était 1. Et donc en fait, ce n'est pas tant l'idée de Brouwer de supprimer le tir exclu qui était intéressante, c'était le fait que Genson a montré que si on supprimait le tir exclu, même si on gardait la démonstration par cas, alors toutes les démonstrations d'existence avaient un témoin. Bien, alors je vais revenir à la fin de savoir si c'est grave ou pas grave de vouloir changer les règles des mathématiques. Vous imaginez que quand il y a des milliers d'étudiants en mathématiques, si on leur dit, bon alors attendez, les règles du jeu ont changé, à partir d'aujourd'hui, on n'a plus le droit de faire des démonstrations par récurrence, on n'a plus le droit de faire des démonstrations par l'absurde, on n'a plus le droit de faire ce type de démonstration ou quoi. Bon, c'est pas un truc qui passe comme une lettre à la poste. Alors fort heureusement, à l'époque de Brouwer, l'INSA n'existait pas, enfin il y avait beaucoup moins de gens qui s'intéressaient aux mathématiques, donc la communauté mathématique était beaucoup plus petite, mais cependant, Brouwer, et je vais vous raconter l'histoire à la fin, a déclenché pas mal d'hostilité. Bon, c'est pas le point qui m'intéresse principalement aujourd'hui, c'est plutôt le fait que ces démonstrations constructives ont permis de créer un pont entre l'informatique et les mathématiques. Et vous vous souvenez, Brouwer, c'était 1908, donc il n'y avait pas d'informatique à l'époque. Donc quand Brouwer a proposé la notion de démonstration constructive, il était très loin de vouloir jeter un pont entre les mathématiques et une science qui n'existait pas. D'accord? Cependant, quelques années plus tard, l'informatique a commencé à exister, et on s'est aperçu que cette notion de démonstration constructive jetait un pont entre les deux domaines. Alors, on va commencer par prendre... Alors, bon, il y a beaucoup de démonstrations que vous connaissez et qui sont constructives. En particulier, toutes les démonstrations que vous connaissez qui ont été faites avant 1800, avant le 19e siècle, jusqu'au 18e siècle, elles sont constructives par construction. C'est-à-dire, à cette époque, on n'utilisait pas le tir exclu. Et donc, si vous prenez toutes les mathématiques de l'Antiquité, toute la géométrie grecque, la géométrie de Descartes, Newton, Leibniz, tout ça, tout est constructif. C'est seulement, on va voir un exemple après, à partir du 19e siècle qu'on a commencé. Donc, beaucoup de démonstrations que vous connaissez, qui sont en fait des démonstrations qui datent de l'Antiquité, sont constructives, puisque à cette époque, on ne faisait pas autre chose. Mais il y a aussi beaucoup de théorèmes que vous connaissez, et que vous savez démontrer en utilisant le tir exclu, mais qui ont aussi une démonstration constructive. Et je vais vous donner un premier exemple. Cet exemple, c'est si vous prenez deux entiers, n et p, alors n est égal à p ou n est différent de p. Donc, vous voyez que si vous cherchez une démonstration qui utilise le tir exclu, c'est pas trop difficile. Ok? Vous dites, ou bien n est égal à p, ou bien n n'est pas égal à p, donc on a terminé. Donc il suffit d'appliquer le tir exclu et c'est terminé. Mais on va faire une plus belle démonstration, et on va voir que cette démonstration, elle nous permet de compter les chasseurs, les guerriers qui sont morts au combat. Donc voilà la démonstration. C'est une démonstration par récurrence sur n.
Donc il y a deux cas à faire. Il y a le cas où n est égal à 0. Et dans ce cas-là, il faut démontrer que pour tout P, 0 est égal à P, ou 0 est différent de P. Et ensuite, on va supposer la propriété vraie pour un certain n'. Donc on va avoir comme hypothèse de récurrence que pour tout P, n' est égal à P ou n' est différent de P, et on va essayer de démontrer que c'est vrai pour n. D'accord? Vous savez ce qu'est une démonstration par récurrence? Jusque-là, tout va bien. Bien, alors faisons le cas 0. Il faut démontrer que pour tout P, 0 est égal à P ou 0 est différent de P. Et ça, on va le faire par récurrence sur P. Donc il y a deux cas. Il y a le cas où P est égal à 0 et puis le cas où P est égal à P' plus 1. Alors quand P est égal à 0, il faut démontrer 0 est égal à 0. Et ça, on sait le démontrer. Quand P est égal à P' plus 1, il faut démontrer que... Alors, pardon, vous démontrez que 0 est égal à 0, et donc vous en déduisez que 0 est égal à 0, ou 0 est différent de 0. D'accord? C'est ce qu'on va démontrer. Quand P est égal à P' plus 1, vous avez une hypothèse qui vous dit que 0 est égal à P' ou 0 est différent de P', mais on ne va pas utiliser cette hypothèse, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas fait figurer. Et vous devez démontrer que P' plus 1 est égal à 0 ou P' plus 1 est différent de 0. Et à votre avis, qu'est-ce qu'on va démontrer? Que P' plus 1 est différent de 0, puisque quand vous prenez un entier et vous y ajoutez 1, vous n'obtenez jamais 0. Un entier naturel, je parle. Bien, donc ici, dans le cas où P est égal à 0, c'est la partie de gauche qu'on démontre, et c'est juste à démontrer 0 est égal à 0. Et dans le cas où P est égal à P' plus 1, c'est la partie de droite qu'on démontre, et il faut démontrer que 0 est différent de P' plus 1, et on sait démontrer ça aussi. En fait, ça et ça, c'est des axiomes. Bien, maintenant, faisons le cas plus intéressant du cas où on a supposé l'hypothèse de récurrence, qui est là, quel que soit P, n' est égal à P ou n' est différent de P, et on veut démontrer la même chose pour n' plus 1, qui est n. Ok, jusque-là, vous suivez? Bien, alors on va encore le faire par récurrence sur P. Donc dans le cas où P est égal à 0, on doit démontrer que n' plus 1 est égal à 0 ou n' plus 1 est différent de 0, et là, on va démontrer le premier ou le second? Le second, on va démontrer que n' plus 1 est différent de 0, c'est un axiome, mais c'est le même axiome que là en fait. Et puis, il y a le cas où on suppose la propriété pour P', et on démontre qu'elle est vraie pour P' plus 1. Et donc là, il faut démontrer que n' plus 1 est égal à P' plus 1, ou n' plus 1 est différent de P' plus 1. Et ça, c'est la même chose que démontrer que n' est égal à P', ou n' est différent de P'. Et ça, c'est l'hypothèse de récurrence. Donc vous voyez qu'il n'y a pas du tout besoin de faire une démonstration compliquée qui utilise le tir exclu. Il suffit de faire une démonstration simple avec deux récurrences imbriquées. Bien, alors pourquoi c'est intéressant? Parce qu'on va essayer de savoir si ces deux nombres, ici et là, sont identiques. Et je vous avais raconté, c'est l'histoire de guerriers du néolithique. Donc au néolithique, ils ne connaissaient pas la numération en décimale comme vous. Ils représentaient les nombres comme ça. Ça, c'était le nombre 9, et ça, c'était le nombre 6. Et donc on se pose la question, est-ce que 9 est égal à 6? Ok? Donc on a fait une démonstration par récurrence. Ici, est-ce que 9 est égal à 0? Non. Donc on doit faire le cas itératif, pas le cas 0. Et dans le cas itératif, il faut faire une preuve par récurrence sur P. Et là, est-ce que P est égal à 0? Non. P, c'est aussi un nombre différent de 0, donc on est aussi dans le cas itératif. Et vous vous souvenez ce qu'on a fait dans le cas itératif? On a enlevé un caillou à gauche et on a enlevé un caillou à droite. Et on a dit que ces deux nombres sont égaux, si et seulement si ces deux nombres-là sont égaux. Et ces deux nombres-là, ils sont égaux si et seulement si ces deux nombres-là sont égaux. Et ces deux nombres-là, ils sont égaux si et seulement si ces deux nombres-là sont égaux. Si et seulement si ces deux nombres-là sont égaux, si et seulement si ces deux nombres-là sont égaux, on y est presque. Si et seulement si ces deux nombres-là sont égaux, et ici, là on est dans le cas où on a un nombre qui est différent de 0, donc on est dans le cas itératif, et là on est dans le cas où c'est 0, donc on est dans le cas 0, et vous vous souvenez, cas itératif, cas 0, ils sont différents. Donc ces nombres sont différents, 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 et donc ces nombres sont différents. Et ça, c'est le plus vieil algorithme qu'on connaisse. En fait, c'est même un algorithme qui permet non seulement de comparer deux nombres,
mais il permet même de faire la soustraction, puisque ici, il ne vous a pas échappé que vous avez la différence entre le nombre rouge et le nombre bleu. Et donc, comment est-ce qu'on sait que cet algorithme existait avant l'écriture et qu'il est peut-être l'un des algorithmes qui a mené à l'écriture? Parce que les guerriers au néolithique, quand ils partaient à la guerre, ils ramassaient chacun un caillou par terre. Alors je ne sais pas comment ils faisaient quand il n'y avait pas de caillou, enfin ils trouvaient un caillou avant de partir à la guerre, et ils posaient le caillou dans un petit bocal, un bol, je sais pas, un saladier, bref. Et puis ils allaient se battre, et quand ils revenaient, chacun enlevait un caillou. Voilà, et à la fin on avait une estimation des pertes au combat. Donc ça c'est le nombre de morts. Ça, c'est ceux qui sont partis. Ça, c'est ceux qui sont rentrés. Et ça, c'est le nombre de morts. Et alors, on sait ça, alors non pas parce qu'on a retrouvé les saladiers avec les cailloux, mais parce que quand ils n'avaient pas de cailloux, ils faisaient des encoches dans des os. Et là, heureusement, les os, contrairement aux cailloux, on les a retrouvés. Et donc, on sait qu'avant de savoir écrire des lettres et même des chiffres, on savait faire des encoches dans des os pour compter et faire des soustractions. Et donc, on s'aperçoit que cette démonstration, elle est beaucoup plus ancienne que la démonstration qui utilise le tir-exclu. Parce que c'est une démonstration qui existait déjà avant l'écriture au néolithique. Ils sont différents. Hop, différents. Bien, on va faire un deuxième exemple, beaucoup plus difficile. On va montrer que si on a deux entiers A et B, tel que B n'est pas nul, il existe deux entiers Q et R, tel que A égale BQ plus R, et R est strictement inférieur à B. D'accord? Et Q et R, ça s'appelle comment? Le quotient et le reste, bravo. Bien, à nouveau, on va faire une démonstration par cas. Dans le cas où A est égal à 0, il suffit de prendre Q égale 0 et R égale 0 et démontrer que 0 égale B fois 0 plus 0, et ça c'est juste des opérations arithmétiques. Bien, dans le cas où A est égal à A' plus 1, par hypothèse de récurrence, on sait qu'il existe Q et R tel que A' est égal à BQ plus R et R est plus petit que B. Et en ajoutant 1 dans les deux membres de cette égalité, on obtient que A' plus 1 est égal à BQ plus R plus 1. Donc ça c'est A plus 1. Et donc là, on a quasiment gagné puisqu'on a BQ plus quelque chose. Mais ce quelque chose, il n'est pas forcément plus petit que R. Alors il est en revanche plus petit que R plus 1. Donc ou bien c'est R, ou bien il est plus petit que R. Donc là, il y a deux cas à considérer. Le premier cas, c'est le cas où R plus 1 est égal à B. Auquel cas, eh bien, on ne peut pas prendre comme reste R plus 1, mais ça tombe bien, on peut remplacer ici ce R plus 1 par B, et on a BQ plus B, ce qui nous fait B facteur de Q plus 1. Et donc on a le quotient qui augmente de 1, et le reste qui retombe à 0. Et puis, dans le second cas, le cas où R plus 1 est différent de B, et donc comme il est inférieur ou égal à B, enfin comme il est strictement inférieur à B plus 1, il est strictement inférieur à B, et bien dans ce cas-là, le reste, c'est R plus 1. Et donc vous voyez que dans cette démonstration, comment on calcule le quotient et le reste? On ajoute 1 au reste, on ajoute 1 au reste, on ajoute 1 au reste, jusqu'à arriver au dividende, auquel cas, pop, on remet le reste à 0 et on augmente 1 au quotient. Et en fait, cette démonstration, vous pouvez l'écrire, non pas comme ça en texte, là, enfin dans un traitement de texte, mais vous pouvez même l'écrire dans un langage de programmation. Et donc voilà l'algorithme de la division, tel qu'on vient de le voir. Si A est égal à 0, le quotient c'est 0, le reste c'est 0. Sinon, hypothèse de récurrence, on appelle Q et R le quotient de A-1 par B, et R le reste de A-1 par B. Si R plus 1 est égal à B, on retourne Q plus 1 est 0, et sinon, on retourne Q et R plus 1. Et donc voilà une démonstration de l'existence du quotient et du reste écrit dans un langage de programmation. Vous avez reconnu ce langage de programmation? Bon, aucune importance. Alors, juste pour vous montrer que c'est pas du pipeau ce que je vous raconte, j'ai divisé 27 par 4. Et alors, croyez-moi ou non, le quotient c'est 6 et le reste c'est 3. Donc ça montre que mon algorithme est correct, puisqu'il a marché dans au moins un cas.
Bien, ça c'est un cas très général. Vous avez vu que cet exemple, il avait la forme pour tout x, on avait la pour tout n, pour tout p. Il existe, il existe q, il existe r, tel qu'on ait une certaine propriété qui relie x et y. Et donc, si vous avez une démonstration, il faut forcément qu'elle soit constructive d'une propriété qui a cette forme, d'une proposition qui a cette forme, et que vous avez un nombre n. Eh bien, vous pouvez démontrer qu'il existe un y tel que a de n et de y. Et qu'est-ce que j'ai fait là entre là et là? J'ai juste spécialisé ma démonstration qui était vraie pour tout x, dans le cas particulier, x égale n. Donc ça, c'est une autre des règles du raisonnement que vous ne connaissez pas, qui vous dit si vous avez démontré pour tout x quelque chose, vous pouvez démontrer a de n'importe quoi, de ce que vous voulez. Et une fois que vous avez une démonstration, cette démonstration de il existe y, a de n et de y, elle est constructive. Je n'avais pas utilisé le tiré exclu jusqu'ici, je ne l'ai pas utilisé entre ici et là, donc je n'ai toujours pas utilisé. Okay, donc elle reste constructive. Donc l'algorithme de Gensen peut vous donner un témoin P tel que A de n et de P. Et alors, n, ça s'appelle comment? C'est le nombre que vous donnez pour que le calcul commence. Oui. Donc quand vous avez un algorithme, vous lui donnez un nombre, ça s'appelle comment? L'entrée, merci. P, ça s'appelle comment? La sortie, donc le témoin, c'est la sortie. Alors, plus difficile, A, ça s'appelle comment? Ben, c'est pas tout à fait le programme, parce que regardez dans l'exemple précédent, je dis, je veux calculer, je ne sais pas comment, un nombre Q et un nombre R qui vérifient cette propriété. Donc comment ça s'appelle? Le petit cahier où on écrit ce que le programme doit faire sans dire comment. Oui. Mais on est dans une école d'ingénieur là ou... Quelle est la première chose que fait un ingénieur le matin en se réveillant? Il rédige le cahier des charges. Donc A, c'est le cahier des charges. C'est ce que doit faire la fonction. C'est ce que doit faire le programme, pardon. Et la démonstration que pour tout x, il existe un y tel que a de xy, c'est le... Non, le cahier des charges, c'est A. Ben, c'est le programme. Vous avez écrit la spécification, c'était A. Le cahier des charges, c'était A. Donc ça s'appelle plutôt la spécification. C'est les informaticiens qui appellent ça la spécification. Les ingénieurs appellent ça le cahier des charges. Et la démonstration de pour tout x, il existe un y, c'est le programme. Et alors, encore plus dur, l'algorithme qui extrait le témoin, c'est quoi? Est-ce que vous connaissez un algorithme qui vous donne un programme et l'entrée et qui vous donne la sortie? Oui, exactement. Mais plus précisément, c'est quoi dans l'ordi qui donne la sortie? Oui, c'est le... Non, j'ai entendu là. Le compilateur. Donc, le théorème de Gensen, il démontre l'existence du compilateur. C'est le compilateur qui prend le programme, l'entrée, ou l'interpréteur, c'est pareil, enfin, c'est pas pareil, mais je dirais, à ce niveau de description, c'est pareil, qui prend l'entrée, qui prend le programme, et qui vous donne la sortie, ça c'est le théorème de Gensen. Bien, donc, ça vous donne une manière de comprendre les liens entre les mathématiques et l'informatique, qui est nouvelle. Avant, on disait, d'abord, on doit résoudre un problème, et le mathématicien cherche une démonstration de il existe un objet tel que qui vérifie une certaine propriété. Ici, imaginez que cet objet, ça soit une fonction, des réels dans les réels, et cette propriété, ça soit une équation différentielle. Donc, est-ce que vous connaissez un théorème, peut-être non, peut-être oui, j'en sais rien, qui vous dit il existe une solution à des équations différentielles pourvu qu'elle soit de la forme y' égale f de xy. Vous connaissez le nom de ce théorème? Oui, Cauchy-Lipschitz, c'est marqué, je sais. Donc, même si vous ne vous souvenez pas du nom, vous pouvez deviner que c'est le théorème de Cauchy-Lipschitz qui vous dit que si vous avez une équation de la forme y' égale f de xy, enfin, pardon, je ne devrais pas l'appeler f, y' égale g de xy avec certaines conditions sur g que j'ai oubliées,
eh bien, il existe une solution à cette équation. Bien, donc ça c'est le travail du mathématicien, c'est de démontrer l'existence d'une solution. Et ensuite vient le travail de l'informaticien, qui est de calculer la solution. Puisque le client qui vous a donné l'équation différentielle, parce que c'est elle décrit le mouvement de son Airbus ou son Rafale, lui ce qu'il veut, c'est pas de savoir qu'il existe une solution, il veut la solution pour pouvoir l'utiliser. Bien, donc, ici, notre informaticien, c'est Euler, puisque Euler a trouvé une méthode pour trouver une approximation de toutes les équations différentielles de la forme y' égale g de xy avec certaines conditions. Et vous savez comment on fait Euler? Vous connaissez la méthode d'Euler? Oui. Oui? Comment? Approximation affine avec les dérivés. Voilà, exactement. Donc vous partez d'un point xy. À ce point, vous pouvez calculer la dérivée. Parce que l'équation différentielle, elle est la forme y' égale g de x et de y. Donc vous avez xy, vous avez calculé g, vous obtenez la dérivée. Et vous dites, ben, j'avance d'un petit pas h, et là, la fonction et sa tangente ne vont pas beaucoup différer. Donc, vous aviez le point ici y en x, là vous avez maintenant le point en x plus h. Et en x plus h, c'est y plus la pente qui est y', g de xy, fois h. Puis maintenant vous avez ce point, vous prenez celui-là, vous prenez celui-là, vous prenez celui-là, etc. Et ça vous fait une approximation de la fonction. C'est une relativement bonne approximation si h est petit. Bien, donc vous voyez que ici, Cauchy et Lipschitz ont d'abord démontré ce joli théorème, et puis ensuite Euler a trouvé sa méthode pour calculer la solution. Cauchy et Lipschitz, vous vous rappelez les dates? À 100 ans près. Voilà, Cauchy et Lipschitz, c'est des mathématiciens du 19e siècle. Et Euler? Oui, Euler, malheureusement, c'est un mathématicien du 18e siècle. Donc là, il y a une petite faille spatio-temporelle, parce que Euler a trouvé l'algorithme pour calculer la solution que donc Cauchy et Lipschitz ont montré l'existence 100 ans après. D'ailleurs, est-ce que vous vous souvenez de la démonstration du théorème de Cauchy-Lipschitz? Alors, je vais juste vous la donner dans les grandes lignes. Cauchy-Lipschitz vous disent, vous partez d'un point xy, et puis là, vous pouvez calculer la pente, puisque vous avez la dérivée qui est g de xy. Et puis alors, vous pouvez calculer un premier point, vous prenez un nombre h, puis vous pouvez calculer un premier point sur la courbe qui est y plus y' fois h, c'est-à-dire g de xy fois h, puis un deuxième point, puis un troisième point, puis un quatrième point, puis un cinquième point. Mais là, on voit la grande supériorité de Cauchy et Lipschitz sur Euler. Euler disait qu'il faut prendre h petit, et Cauchy et Lipschitz, 100 ans plus tard, disent on va le prendre infiniment petit. Et à ce moment-là, la solution est exacte. Bon, il faut un petit peu démontrer 3-4 trucs pour montrer que la solution est exacte, mais là où Euler disait, bah, vous voyez bien que si c'est petit, ça ne va pas être loin de la solution, Cauchy-Lipschitz montre que si quand h tend vers 0, la solution calculée par Euler tend vers une fonction qui se révèle a posteriori être la solution de l'équation. Donc vous voyez que finalement, l'idée que d'abord on démontre des théorèmes et ensuite on trouve des algorithmes, historiquement elle est parfois vraie, parfois fausse. Il arrive qu'on ait l'algorithme d'abord et que ça soit seulement a posteriori qu'on se dit, ah bah cet algorithme, c'est le contenu calculatoire d'une démonstration constructive. La démonstration de Cauchy-Lipschitz, il n'y a rien de plus constructif. Là, vous construisez vraiment la fonction, il n'y a pas de tir exclu ici. Est-ce que vous connaissez un autre exemple de démonstration où on a inventé l'algorithme avant la démonstration? Voilà la démonstration, voilà l'algorithme. Là, vous voyez que autant qu'on sache, les guerriers du néolithique n'avaient pas tout à fait conscience des deux récurrences imbriquées. Donc les deux récurrences imbriquées sont venues après, mais l'algorithme, qui est le contenu calculatoire de la démonstration, il est venu avant. Donc c'est pas tout à fait rare dans l'histoire des mathématiques qu'on trouve d'abord l'algorithme et ensuite la démonstration d'existence. Et c'est pour ça que maintenant, eh bien, on n'a plus cette distinction très nette entre montrer l'existence d'une solution et ensuite trouver un algorithme, mais on a plutôt l'idée que les mathématiciens et les informaticiens, ensemble, cherchent une démonstration constructive, puis quand ils ont une démonstration constructive, le mathématicien est content parce qu'il a sa démonstration, et l'informaticien est content parce qu'il a son algorithme. Alors, on va terminer avec le théorème des valeurs intermédiaires.
Et puis après, je vous dirai 2 mots d'histoire, et tout ça va tenir en 7 minutes. Donc, le théorème des valeurs intermédiaires. Vous vous souvenez du théorème des valeurs intermédiaires? Quand vous avez une fonction continue, voilà la fonction continue, elle est là, qui est négative en un point et positive en un autre, et bien entre ces 2 points, il y a un nombre où la fonction s'annule. Et comment est-ce qu'on trouve ce nombre? Si vous avez déjà écrit un programme qui cherche un nombre comme ça, on procède par dichotomie. Donc on coupe l'intervalle en 2, ici on s'aperçoit qu'au milieu la fonction est négative, donc on réapplique l'algorithme à ce demi-intervalle, et puis on coupe en 2, puis à ce demi-intervalle, etc. Et finalement on trouve ici ce 0 là. Et alors ça demande que quand on a un nombre ici, qu'on a trouvé la valeur de la fonction, on sache si la valeur est positive ou négative. Et si vous l'avez fait avec des nombres flottants, bon, bah vous avez un algorithme de comparaison des nombres flottants, donc vous avez sans doute utilisé ça. Mais là, on va essayer de savoir ce qu'on peut faire avec des vrais nombres réels. Et alors, le problème des nombres réels, c'est que ce n'est pas comme les nombres entiers. Vous ne pouvez pas démontrer que pour tout x, pour tout y, x est égal à y ou x est différent de y. Vous ne pouvez pas non plus démontrer que pour tout x, pour tout y, x est plus petit de y, ou x est égal à y, ou y est plus petit que x. Et vous ne pouvez pas non plus démontrer que pour tout x, pour tout y, x est plus petit que y au sens large, ou y est plus petit que x au sens large. Alors, je vais essayer de vous... Donc, par exemple, vous ne pouvez pas déterminer si un nombre est positif ou négatif, ou nul. Alors, je vais essayer de vous donner une intuition de la raison pour laquelle ça ne marche pas. C'est compliqué à démontrer, mais je vais juste vous donner l'intuition. D'abord, il faut comprendre ce que ça veut dire connaître un réel. Moi, j'ai un réel dans la tête. Mais maintenant, je vais essayer de vous le donner. Bon, on va faire un truc plus simple. J'ai un entier dans la tête. Je vais vous le donner. 314. Maintenant, il est dans votre tête. Ok, on va refaire le réel. J'ai un réel dans la tête. Je vais essayer de vous le donner. C'est 3,14. Mais pas tout à fait. Après, il y a encore une autre décimale. C'est 1, 5. Quelqu'un a mis ses pi? Pas de bol. Après, il y a un 8. Bon, vous voyez qu'il faudrait que je vous donne une infinité de décimales, il faudrait que je vous donne une infinité d'informations, et ça, c'est quelque chose qu'on sait en théorie de l'information. Un nombre réel, ça contient une quantité infinie d'informations. Dans un seul nombre réel, vous pouvez stocker la quantité d'informations que vous voulez. Il suffit de prendre dans ces décimales, vous mettez autant de décimales que vous voulez, il a autant de décimales que vous voulez, il en a même plus que ce que vous voulez, et vous pouvez mettre la quantité d'informations que vous voulez. Donc, on ne va pas jouer comme ça. On va jouer un jeu interactif. À chaque fois que vous allez me donner un epsilon rationnel, aussi petit que vous voulez, je vais vous donner une approximation du nombre réel à epsilon près. Et ça, il y a un nombre fini de décimales. Je vais vous donner un rationnel qui sera une approximation de ce réel. Et je peux même vous donner un décimal, donc avec un nombre fini de décimales. Et ça, je vais toujours pouvoir vous le communiquer. Ok? Donc, on va jouer un peu. Vous voulez une approximation à combien? 1 millième. 1 millième, 0. Une autre approximation? J'ai déjà répondu à 1 millième. Essayez de faire progresser le jeu un peu. Donc, oui. 10 puissance moins 52, 0. Bon, quand vous pensez que le nombre que j'ai en tête est 0, vous pouvez vous arrêter de poser des questions. Continuez à poser des questions. 10 puissance moins 100, 0. 10 puissance moins 3576. 0. Bah, à quel moment vous serez convaincu que j'ai le nombre 0 en tête? Eh bien jamais. En fait, c'était pas 0, c'était 10 puissance moins 10 à la puissance 100. C'est un tout petit nombre, mais il n'est pas 0. Et pourtant, vous n'avez pas eu le moyen de le distinguer avec les questions que vous avez posées. Même si vous avez posé d'autres questions, des questions plus intelligentes, je ne sais pas,
10 puissance moins 10 à la puissance 10 puissance 100, là, vous n'aurez toujours pas eu moyen d'être sûr que c'était 0 que j'avais en tête. Et donc ça, vous voyez que quand vous avez deux nombres, c'est-à-dire deux algorithmes qui crachent des décimales, ben vous n'avez aucun moyen de savoir que c'est deux fois le même nombre. Il se peut que les décimales divergent après une quantité de temps astronomique et vous ne pouvez pas le savoir. Donc du coup, la méthode par dichotomie ne marche pas. Parce que quand vous êtes au milieu, là, eh ben, vous ne pouvez pas savoir si le nombre est négatif ou positif. Regardez là, il est presque positif, mais non, il est un peu négatif. Donc, si la fonction n'est pas très franche, si elle ne coupe pas l'axe des x d'une manière très brutale, eh ben, vous n'avez aucun moyen de savoir. Des fois, elle s'approche, on se dit, ah, ça va passer positif, toc, ça redescend, non, c'était pas le bon jeu. Bien, donc, pas de dichotomie. Fort heureusement, on a quand même un théorème qu'on sait démontrer de manière constructive. On s'est démontré qu'à chaque fois qu'on a deux nombres x et y, ou bien x est plus petit que y, ou bien y est plus petit que x, ou bien x et y sont proches. C'est-à-dire la valeur absolue de x moins y est plus petite que epsilon. Et ça, on le s'est démontré pour tout epsilon. Donc si vous voulez prendre epsilon égale 10 à la puissance moins 100, c'est bon. Si vous voulez prendre 10 à la puissance moins 10 à la puissance 100, c'est bon aussi. On sait toujours démontrer ça. Mais on ne sait pas le démontrer quand epsilon est égal à 0. Et comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, vous voyez que si vous avez une approximation à epsilon sur 4 qui est là, de x et une approximation à epsilon sur 4 de y qui est là, vous savez que x est plus petit que y parce que les intervalles ne se recoupent pas. Ici, vous savez que y est plus petit que x parce que les intervalles ne se recoupent pas. Et si les intervalles se recoupent, eh bien vous savez que dans ce cas-là, x moins y est plus petit que epsilon. Vous ne savez pas que c'est 0, mais vous savez qu'ils sont proches, c'est-à-dire que les approximations à epsilon sur 4 près ne vous ont pas permis de les distinguer. Bien, alors, ça c'était la démonstration classique qui est non constructive du théorème des valeurs intermédiaires, mais il n'y a pas de démonstration constructive. Donc le théorème des valeurs intermédiaires, pour Brouwer, qui avait laissé tomber tir exclu et qui avait dit qu'il ne faut pas l'utiliser, le théorème des valeurs intermédiaires était faux. Brouwer disait que le théorème des valeurs intermédiaires est faux. Alors, je peux juste vous donner une intuition de la raison pour laquelle il n'y a pas de démonstration constructive. Regardez ici cette fonction, je vous avais dit, hein, c'est les fonctions qui restent longtemps proches de l'axe des x qui posent un problème. Donc vous prenez ici une fonction, on va d'abord définir la fonction verte, là, c'est la fonction f. La fonction f, c'est l'identité, c'est f de x égale x sur les nombres négatifs. Puis après, elle pose 0 sur l'intervalle 0, 1. Et puis après, elle vaut x moins 1. Donc elle repart comme ça à partir de 1. Et vous voyez que si vous prenez la fonction f de x plus epsilon, qui est la fonction rouge ici, elle s'annule et son 0 il est là en moins epsilon. Et si en revanche vous prenez la fonction f de x moins epsilon, qui est la bleue qui se trouve là, son 0 il se trouve là, c'est en 1 moins epsilon. Donc vous voyez que la fonction bleue et la fonction rouge, elles sont très proches l'une de l'autre, mais leurs valeurs d'annulation, elles sont très très loin. Là on est en moins epsilon, et là on est en 1 moins epsilon, il y a 1 moins 2 epsilon d'écart entre les deux racines. D'ailleurs si vous tracez la racine en fonction de epsilon, vous obtenez cette courbe. Ici, vous avez 1 moins epsilon pour toutes les valeurs négatives de epsilon. Puis ici, en fait, vous avez toutes les solutions que vous voulez. C'est le cas où la fonction vaut 0 pendant très longtemps. Et puis ensuite, vous voyez qu'il y a une discontinuité ici entre ce petit bout de fonction et ce petit bout de fonction là. Voilà. Et donc, vous voyez que, par exemple, connaître une approximation de la racine à 1/10 vous permettrait de savoir... si vous prenez deux nombres a et b, et que vous prenez la fonction f de x plus a moins b, si, selon que a est plus petit que b ou b est plus petit que a, c'est-à-dire que a moins b est positif ou négatif, eh bien la racine va être plus petite que, enfin autour de 1 ou autour de 0. Et donc vous pouvez déterminer si elle est plus petite que 1, elle est proche de 1 ou proche de 0 en prenant une approximation à 1/10, et ça vous permettrait de comparer a et b. Alors on sait par d'autres arguments qu'on ne sait pas comparer a et b. Des nombres réels, hein, je pense.
Bien, donc, le théorème des valeurs intermédiaires est faux, mais il y a un joli théorème qui le remplace. C'est ce théorème-là. À chaque fois que vous avez une fonction continue f, qui a une certaine, qui est négative en A et qui est positive en B, alors vous pouvez calculer, et il existe un algorithme qui vous le donne, et vous avez compris à peu près comment on le trouve, un nombre x tel que f de x en valeur absolue soit plus petit que epsilon. Et vous voyez que ici, sur mon contre-exemple, c'est pas une démonstration, hein, mais je vous montre juste pourquoi mon contre-exemple il est tué. C'est parce que ici, même si vous prenez la fonction bleue, eh bien tout ça, c'est des solutions possibles. Vous voyez que f de x n'est pas très gros en valeur absolue, pour surtout cet intervalle. En revanche, ce que vous ne pouvez pas faire, c'est trouver un nombre x qui soit proche d'un véritable zéro. Ça, c'est ce qu'on a vu précédemment. Et il y a deux notions d'approximation d'une solution, et ça, je ne le tiens pas de ce que je sais de la logique constructive, je tiens de ce qu'ont m'ont dit mes amis qui font l'analyse numérique. Ils vont dire d'analyse numérique, il y a deux notions d'être proche d'une solution. Il y a ou bien f de x est plus petit en valeur absolue que epsilon, et ça, c'est ce qu'on appelle une approximation en y, ou bien x moins r est plus petit que epsilon, où r est une vraie solution. Vous voyez, il y a être proche d'une solution, et il y a ne pas être loin d'être soi-même une solution. Et c'est deux approximations très différentes, deux notions d'approximation très différentes d'une racine. Le théorème des valeurs intermédiaires, il peut se montrer que sous cette forme. Il ne peut pas nous dire, pour tout epsilon, il existe un x qui n'est pas trop loin d'une vraie racine. Mais il peut nous dire, il existe un x tel que quand on fait f, on n'obtient pas un truc très gros. Et ça, c'est quelque chose qu'en analyse numérique, c'est quelque chose qui était déjà connu en analyse numérique, c'est que la méthode par dichotomie est bien conditionnée en y, mais elle est mal conditionnée en x. C'est-à-dire, quand vous appliquez la méthode par dichotomie, vous trouvez toujours un nombre tel que f de x soit pas très loin de 0. D'ailleurs, en général, en appliquant f sur les nombres flottants, vous tombez sur le flottant 0. Donc ça veut dire à peu près que les nombres flottants étant ce qu'ils sont, f de x n'est pas très loin d'être nul. En revanche, il se peut très bien que x soit très très loin de la solution, parce que le problème est mal conditionné en x. Bon, mais la plupart du temps, une solution bien conditionnée en y, ça suffit. Bien, je vous avais promis un petit peu d'histoire, et je vais vous expliquer comment on est passé de la guerre à la paix en 3 étapes. Voilà, et je me suis dit que ce soir de Noël, ça serait un joli conte de Noël. Je vais vous expliquer comment on passe de la guerre à la paix en 3 étapes. Donc, tout d'abord, la guerre, c'est 1908. Donc, je vous avais parlé de Brouwer, ce mathématicien hollandais qui en 1908 dit à partir de maintenant, on n'utilise plus le tiers exclu. Et pour Brouwer, seules les démonstrations constructives, les démonstrations sans le tiers exclu, sont justes. Et ce que dit Brouwer, c'est que jusqu'au 19e siècle, toutes les démonstrations étaient constructives, on n'a pas de raison de changer. Jusqu'au 19e siècle, on n'avait pas formulé le théorème des valeurs intermédiaires. Qui est le premier à avoir formulé le théorème des valeurs intermédiaires? Là, c'est Bolzano, au début du 19e siècle. Voilà, et ça je ne le savais pas ce matin, mais j'ai regardé dans Wikipédia, dans le TGV. Je me suis dit, c'est bizarre, le théorème des valeurs intermédiaires, on ne le connaissait pas, les Grecs ne le connaissaient pas, non pas du tout, les Grecs n'avaient pas la notion de fonction. Donc pour dire pour toute fonction qui est continue et blablabla, c'était très loin de la pensée des Grecs. La notion de fonction, elle émerge au XVIIIe siècle avec Euler, et c'est seulement au XIXe siècle que Bolzano arrive à formuler le théorème des valeurs intermédiaires. Donc, pour Brouwer, en 1908, Bolzano était mort depuis 50 ans. Donc, pour Brouwer, c'était quasiment des mathématiques contemporaines. C'était des mathématiques qui venaient de se faire, qui s'étaient fait dans le siècle qui venait de s'écouler. Et Brouwer dit, hop, on oublie tout ça, et on ne fait que des démonstrations constructives. Donc, le théorème des valeurs intermédiaires est faux, et c'est la guerre. Alors, pourquoi la guerre? Parce que, à cette époque, il y avait un autre mathématicien qui s'appelait Hilbert, et Hilbert est connu pour avoir, beaucoup plus que Bolzano, utilisé des méthodes non constructives, donc avoir démontré des existences d'objets, je ne sais pas quoi, mais qu'on ne sait pas construire. Et Brouwer dit, bien, toute l'œuvre de Hilbert est à brûler. Et bien sûr, ça ne plaisait pas beaucoup à Hilbert. Et à l'époque, l'adjectif constructif ou constructiviste s'appliquait à des personnes. On disait, toi, tu es constructiviste,
Toi, tu n'es pas constructiviste. Bien, donc ça, c'était la première période, la guerre. 50 ans plus tard, il y a un autre mathématicien qui s'appelle Kleene, donc on est au début des années 50 ici. Qu'est-ce que je fais là? 50 ans plus tard, il y a un mathématicien qui s'appelle Kleene qui dit « Moi, je ne suis pas du tout un constructiviste. Je crois au tiers exclu. Ma religion me demande d'adorer le tiers exclu. » Mais Kleene, il est dans la suite de Genson. Il dit « Si on a une démonstration constructive, alors on a un algorithme. » Et Kleene donne une nouvelle manière de trouver l'algorithme que celle que Genson avait donnée. Et à ce moment-là, on dit à Kleene « Mais si tu t'intéresses aux démonstrations constructives, c'est que tu es un constructiviste. » Et Kleene dit « Pas du tout. Il y a des théorèmes qui ont une démonstration constructive, il y a des théorèmes qui n'ont pas de démonstration constructive, et c'est très bien comme ça. Mais alors là, on n'est pas encore arrivé à la paix. On est dans une phase qui s'appelle l'instabilité politique. Qu'est-ce qui caractérise les phases d'instabilité politique? C'est qu'on croit que la vérité est une notion relative. Ça veut dire, maintenant on peut dire, le théorème des valeurs intermédiaires a une démonstration constructive, mais il n'a pas de démonstration constructive. On a l'impression qu'on est moins dans une situation de guerre où on dit il est vrai, il est faux. Mais en fait, en disant ça, les gens disent oui, mais alors c'est quoi un théorème? C'est quelque chose qui a une démonstration constructive ou quelque chose qui a une démonstration non constructive? Et on dit bah ça dépend. Et ça, c'est exactement ce qui s'était passé 100 ans plus tôt, au moment des géométries non euclidiennes, où il y avait plusieurs géométries, la géométrie euclidienne que vous connaissez, la géométrie riemannienne, la géométrie de Lobachevsky, et certains théorèmes étaient vrais dans une géométrie, mais pas dans d'autres. Bon, donc c'était très bien. Mais les gens disaient, oui, mais c'est quoi la vérité géométrique? Est-ce que la somme des angles d'un triangle fait 180 degrés, oui ou non? On dit, ah, ça dépend de la géométrie. Et donc ça, c'est une phase d'instabilité politique. D'ailleurs, la situation n'était pas beaucoup plus pacifique à l'époque des géométries non euclidiennes qu'à l'époque du tiers exclu. Donc les gens ne se tuaient pas, mais presque. Et dans la phase d'instabilité politique, l'adjectif constructif ne s'applique plus à des gens. Il s'applique maintenant à des démonstrations. Voilà, donc c'est mieux que la guerre, mais ce n'est pas encore la paix. Et maintenant, je vais vous parler de la troisième étape, qui est une étape qui se passe aujourd'hui. Donc c'est difficile de dater les choses, mais on peut dire que c'est des choses qui sont passées en gros entre votre naissance et aujourd'hui, donc sur une très longue période, mais qui, à l'échelle de l'histoire de l'humanité, est insignifiante. Et donc aujourd'hui, on ne dit plus les choses comme ça. On ne dit plus le théorème des valeurs intermédiaires a une démonstration constructive, a une démonstration non constructive, a une démonstration constructive. On dit il y a deux théorèmes. Il y a un théorème qui est il existe x tel que f de x égale 0, et lui, il n'est pas démontrable. Et il y a un théorème qui est il existe prime x tel que f de x est égal à 0, et lui, il est démontrable. Alors maintenant, on n'a pas un quantificateur existentiel, on a deux quantificateurs existentiels. Celui-là s'appelle le constructif, et celui-là s'appelle le quantificateur existentiel, le il existe classique. Et d'ailleurs, vous pouvez les lire différemment. Celui-là, vous pouvez le lire comme on connaît. On connaît un nom qui vérifie cette propriété. Et ça, c'est faux. Si vous formulez le théorème de valeur intermédiaire en disant on connaît un nombre tel que f de x égale 0, c'est faux. Vous ne le connaissez pas. Et ça, on peut le lire. Il doit bien exister. On ne sait pas ce que c'est, mais il doit bien exister un nombre x tel que f de x est égal à 0. Et donc en fait, on est dans une phase encore préliminaire de cette phase de la paix, parce qu'on continue à le noter avec le même symbole en mettant juste un indice. Et ma prédiction pour le futur, c'est qu'un jour, on va avoir deux symboles complètement différents, et qu'on les lira à haute voix d'une manière différente. On dira on connaît dans un cas. Alors bien sûr, là vous voyez que en lisant ça, on connaît, vous donnez un sens beaucoup plus fort à ce symbole qu'en disant il doit bien exister peut-être. Et donc ça rétablit la paix. Pourquoi? Parce que maintenant on a une seule notion de vérité. Tout le monde est d'accord sur le fait que ça c'est faux et ça c'est vrai. C'était juste qu'avant on confondait ces deux symboles et c'était pour ça qu'on se battait. Et maintenant l'adjectif constructif ne s'applique plus à des gens, il ne s'applique plus à des démonstrations non plus, il y a une seule notion de démonstration, mais il s'applique à des quantificateurs, aux quantificateurs existentiels en particulier, et aussi à quelques autres symboles de la logique qui demandent à être divisé en deux. Et alors, juste pour conclure, je voudrais vous dire que cette histoire en trois étapes, qui va de la guerre à la paix,
eh bien, elle s'est reproduite de très nombreuses fois dans l'histoire des mathématiques. Elle s'est produite au moment des géométries non euclidiennes, mais il y a même un cas beaucoup plus simple. Et pour ça, je vais vous poser un dernier exercice, puis après vous pourrez aller faire le carnaval. Non, c'est pas le carnaval, comment ça s'appelle? Le Ils sont en train de décider qui sera leur prochain comité de parrainage. D'accord, bon, donc vous pourrez y aller, mais avant ça, il faudra donc un exercice. Est-ce qu'il existe un nombre x tel que 2 fois x est égal à 1? Alors, est-ce qu'il existe un nombre tel que x au carré est égal à 2? Alors, je vais vous donner les 3 réponses qui ont eu lieu dans l'histoire. La première réponse, c'est la réponse de la guerre. Et à cette époque, on rigolait pas, on tuait vraiment les gens dans cette guerre. Enfin, c'est peut-être des légendes. Mais le premier qui a démontré l'irrationalité de racine de 2. C'est-à-dire qu'il n'existait pas de fraction dont le carré soit égal à 2. Vous voyez la différence? Il n'existe pas de fraction dont le carré soit égal à 2 et il existe un nombre racine de 2 qui se révèle être irrationnel. Ça, c'est notre manière à voir à nous. Mais pour les Grecs, c'était si vous prenez une fraction et vous l'élevez au carré, vous n'obtenez jamais 2. Bon, à cette époque, est-ce qu'il existe un nombre tel que x au carré est égal à 2? Eh bien, la réponse